On peut parler aussi de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, hein. C'est ce que j'ai appelé le problème de la transgression de masse. Moi, je Tout à suis fait. pour la transgression marginale. C'est là où sont les avant-gardes artistiques. C'est ce que j'appelle la différence entre le carnaval et la Gay Pride, tu vois. Le C'est pour ça qu'a carnaval, compris le principe de c'est normalité. un moment d'exultation dionysien qui doit durer 3 jours et qui nous permet tout le reste de l'année de supporter la normalité parce que la normalité est fonctionnelle, hein. La morale, c'est la normalité, c'est fonctionnel. C'est moral, c'est fonctionnel, c'est normal. Mais la différence entre le carnaval, c'est carnaval, on sait que c'est carnaval. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu vas mettre une perruque blonde, de mettre du rouge à lèvres, des talons aiguilles, faire le con, te bourrer la gueule, vomir un peu. Et puis voilà, c'est le moment du carnaval. Ça existe dans toutes les sociétés. Le moment de transgression nécessaire, le rapport dionysiaque, apollinien. Tu peux retrouver ça chez les Grecs, chez Nietzsche, chez ce que tu veux. Le problème, c'est que la Gay Pride, c'est un défi lancé sur le plan social profond à la normalité hétérosexuelle en disant nous sommes normaux et nous sommes l'avenir et la Gay Pride n'est qu'un levier de prise de pouvoir. Ils veulent la Gay Pride permanente, tu vois. Et là, d'un seul coup, c'est halte là, ça s'appelle le chaos, ça peut s'appeler d'ailleurs le règne de Satan, on peut appeler ça comme on veut. Et à un moment donné, c'est même pas un choix esthétique ou savoir si on est de gauche ou de droite. C'est que le chaos, c'est le chaos pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de chaos pour la gauche ou pour la droite. Le chaos, à un moment donné, c'est pour tout le monde, hein. Et là aussi, on est arrivé à l'égalitarisme fou à cause d'une tricherie du social qui a masqué sa trahison sociale par le sociétal. Ça a dérivé depuis 68, en gros, pour faire simple. Et puis à un moment donné, on arrive au bout de la dérive, où là, les gens, il y a une espèce d'inconscient collectif, une common decency, tu vois, où tout le monde se dit, parce que la réalité, c'est quand je vais dire tout le monde, on verra bien la réalité des élections, hein, se disent là, trop c'est trop, faut que ça s'arrête, parce que ça devient dangereux. On rigole plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on trouve ça rigolo, des travelots. Tu sais, moi, les travelots, j'en ai connu plein dans les boîtes de nuit. C'est des animateurs de soirée. Michou était très pote avec Le Pen, pour ceux qui le savent pas. Très sympathique. Je me demande s'il votait pas Front National d'ailleurs. Il est très bien intégré dans la vie quotidienne du quartier des Abbesses. Parce que moi, j'ai vécu tout ça. Tu vois, je viens de la branchitude, du nightclubbing, etc. Mais à un moment donné, quand tu vois que le travelot est à l'Élysée, tu vois ce que je veux dire, et qui dit demain nous serons tous travelots, là, il y a inquiétude, y compris chez les travelots historiques qui, eux, sont des marginaux, qui sont contents d'être des marginaux, qui ne prétendent pas autre chose. Ils savent très Et bien. surtout quand on va dire tous travelots, et y compris vos enfants, et d'ailleurs, on va Ah faire bah un oui, bah, atelier tout ce là-dessus travelot, c'est tout le maintenant. travelot. Et Voilà, là, c'est le ça. vrai travelot historique, il fait non, 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 mais moi, c'était pour rigoler. Moi, je suis un marginal. Moi, je suis d'ailleurs un dépressif. Je suis un artiste. Tu vois, c'est les fleurs du mal de Baudelaire. Tu vois, les fleurs du mal de Baudelaire, c'est génial. Mais si d'un seul coup Baudelaire devient le modèle social pour demain, tu Trop regardes la chaos. biographie de Baudelaire, la société s'effondre. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, il faut de la transgression. C'est pour ça que moi, je bascule pas dans le délire de la répression antitransgressive. Les marges ont toujours existé. Les marginaux, c'est très bien, mais un marginal, c'est par définition un marginal. C'est-à-dire que c'est 1%, 2%, 5%. Quand ça commence à avoir de l'idéologie de masse marginale, tu sais, favoriser la marginalité, tu sais, la propagande génie, vous êtes tous des génies, vive les loupards, ça te donne des black blocs, tu vois, et t'es sponsorisé par l'État pour devenir un délinquant, là, tout le monde s'inquiète, y compris les marginaux historiques comme moi, puisque je viens de ce monde-là, tu vois, j'étais punk, etc. Parce que on sait très bien que nous, on peut être punk, parce que le facteur est facteur, le laitier est laitier, le plombier est plombier, tu vois ce que je veux dire? On sait que on peut être marginaux parce que le monde, par ailleurs, est normal. La Mais marginalité a du sens, en fait. comment? La marginalité a du sens étant donné l'organisation Oui, du oui, monde. la marginalité, c'est fait pour fonctionner à la marge, tu vois. Mm. Je te dis, comme le carnaval, c'est fait pour accompagner. C'est l'Église qui permet le carnaval, faut pas oublier, tu vois, parce il faut gérer les corps, il faut gérer les âmes, il faut les petits moments, tu veux ça s'appelle, tu sais, la soupape dans la cocotte minute, tu vois, parce qu'il faut pas que la cocotte explose. Et tout ça, ça a toujours été cadré, 3 jours, une semaine, tu vois, sur l'année, tu vois. Il y a les fêtes de Bayonne à Bayonne, tu sais, pendant 5 jours, on se bourre la gueule, on dégueule. Et il y a toujours d'ailleurs des morts, des viols, bon c'est à minima, et puis mais ça permet peut-être tout le reste de l'année de fonctionner à peu près correctement. Et c'est tout ça qui a été perdu, ce sens qui a été perdu, sens des proportions, sens du rapport entre l'apollinien et le dionysiaque, sens du rapport entre la transgression et la norme, la dimension fonctionnelle de la morale. L'immoralité ne peut pas être l'idéologie
de masse. Or on a, avec la dérive de 68 Ardes, il est interdit d'interdire, la libération sexuelle, cette idée qu'on doit nous libérer de toutes les contraintes, mais les contraintes ne sont pas seulement des contraintes, ce sont des structures. Enfin, tu vois, ce que je dis est presque du bon sens, mais ce bon sens a été de plus en plus marginalisé comme fasciste. En France, on sait par qui, par cette gauche désocialisée, hein, cette gauche socialiste. Hein. Je parle pas, moi, de Georges Marchais là-dedans, hein, attention. Hein. Je parle pas de la gauche ouvrière, etc. Par cette bourgeoisie de gauche, tu vois, cette bourgeoisie du capital, ce qu'on appelle aux États-Unis, avec un terme impropre, le marxisme culturel, qui est un Oui. anti-marxisme radical. Hein. C'est ce que chez nous, on appelait le freudo-marxisme. Tu sais, l'idéologie du désir et toutes ces conneries. Tu sais, ça a donné le moment où les philosophes français sont devenus fous. Tu sais, avec l'anti-Oedipe, tu vois, les dispositifs pulsionnels. En fait, cette révolution délirante s'est passée dans la haute philosophie en France dans les années 60, 70. Hein. Et puis elle est devenue une idéologie de masse aux États-Unis avec la cancel culture dans cette Mais dernière décennie. là, j'ai une question, parce que c'est ça qui est intéressant. Vous l'avez dit plein de fois, c'est aussi dans vos ouvrages. Encore une fois, j'incite fortement nos spectateurs à lire, comprendre l'époque. Beaucoup de personnes me parlent de vers la féminisation, même si moi je conseille sociologie de rigueur. Enfin, comprendre. C'est le même livre. Hein. Non, mais je sais, mais en tout cas, c'est comprendre l'époque. Pour moi, il est vraiment très important à lire. Et malheureusement, je pense que peu de gens font l'effort de le lire jusqu'au bout, crayon à la main, et de faire l'effort de Oui, réflexion. parce que c'est un peu du haut de gamme quand même. C'est un peu Mais du. donc là, c'est ça où je veux vous poser une question, Alain, pour revenir sur le sujet américain. La France, on se rend compte quand on s'intéresse à l'histoire philosophique, la France est à l'avant-garde de certains mouvements idéologiques qui ensuite se sont exportés aux États-Unis. Pourquoi nous sommes en retard sur le phénomène de réaction et de résistance quand on voit là les États-Unis s'organiser avec une victoire intégrale de Donald Trump et surtout d'une majorité de la population, encore une fois, je parle vraiment du vote populaire qui pour moi est encore plus symbolique, qui dit trop, c'est trop, et directement, comme je le dis, il y a eu les discours de Donald Trump, le wokisme c'est terminé, la censure des tyrans de la Silicon Valley, pour citer, c'est terminé, les images pédopornographiques sur les réseaux, c'est terminé, l'État profond, le FBI, la NSA, la CIA, ils ne pourront plus travailler, ou en tout cas les anciens du renseignement ne pourront plus travailler dans des groupes d'agences comme Google ou autres. Il y a une grosse purge. Pourquoi, alors qu'on a été à l'avant-garde, eh bien, on est en retard? Bah, c'est difficile à dire parce que c'est vrai que le noyau conceptuel de ce qu'on appelle, d'ailleurs la French Theory, hein, ça c'est pas pour rien que ça s'appelle la French Theory, même si c'est un peu un bricolage, c'est venu de France, hein, beaucoup, hein, Lyotard, Derrida, Deleuze, tendance Guattari, etc., ce qu'on appelle l'anti-Oedipe, le freudo-marxisme, etc. Et chez nous, ça a donné des types qui sont passés du communisme au Parti socialiste et qui sont allés de plus en plus vers ce qu'on appelle le libéralisme libertaire, d'où l'importance de Kluskar. Hein. Et aux États-Unis, ça s'est fait de manière un peu moins conceptuelle, plus spectaculaire entre guillemets. Alors peut-être c'était moins profond, avec les assises sont moins profondes. Et puis surtout, je vais dire un truc simple, qui a sans doute un lien, même si ce lien, parfois, tu sais, les médiations s'établissent d'elles-mêmes et puis l'esprit d'escalier fait, parce qu'on trouvera la réponse après l'émission, c'est qu'on a eu un Trump français qui est arrivé trop tôt, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, qui devrait être le Trump français, ben, il a 96 ans et il est en train de mourir. Et malheureusement, la question qu'on peut se poser, c'est que sa fille n'est pas du tout la Trump de demain. Elle a absolument pris le chemin inverse. Elle est celle qui permet à Macron de se maintenir au pouvoir. Et là, il y a un vrai drame en France, c'est que Le Pen est arrivé quelque part trop tôt, donc la France est bien une avant-garde, y compris sur la French Theory et y compris sur sa contestation. Le Pen aujourd'hui, qui devrait être le Trump français, est en train de disparaître. Et malheureusement, il n'a pas eu de fils. Hein, c'est peut-être le vrai malheur, c'est que que je ne m'appelle pas Le Pen, sinon je pense que ça serait réglé. Et sa fille a une conception femelle de la politique, c'est-à-dire avec quel mâle dominant je couche. C'est ça que ça veut dire, hein, la conception féminine de la politique. C'est pas je prends le pouvoir, c'est je me mets sexuellement avec celui qui a le pouvoir. D'ailleurs, Alain, je me permets d'ajouter, parce que c'est vrai, osons mettre les pieds dans le plat. Quand on a Donald Trump qui est face à Barack Obama qui, lors d'un dîner, se moque de lui en disant « mais moi, je suis président », contrairement à Donald Trump, il y a une rage masculine qui est apparue chez Donald Trump et ça l'a fait d'ailleurs devenir candidat. Quand Marine Le Pen perd les élections, qu'est-ce qu'on voit comme image issue justement de ces studios? Elle danse sur du Jean-Jacques Goldman. Ouais, bah, j'ai dit tout ça. Hein, hein. Il y a une différence de virilité. Ben oui, si on n'a pas les. Quand j'ai dit la France,
la France ne sont pas sauvée par les urnes, mais par les burnes, effectivement. On a ce problème en France que je traite en prenant des risques. Hein, c'est qu'on a eu le problème de l'étoile, le problème de la loge et maintenant le problème de la rondelle. Et on voit qu'il y a vraiment il y a une triple alliance hein, de l'étoile, de la loge et de la rondelle. Et tout ça nous éloigne en fait de je dirais, de la saine virilité euh, que j'appelle moi, tu sais, on s'est moqué de moi encore récemment pour ça, ce que j'appelle, tu sais, l'éthique aristocratique du combat, tu sais, cette virilité qui a beaucoup à voir avec la vision traditionnelle du monde. Hein. Et c'est pour ça, quand je dis là, c'est quand même les types qui vont nous sauver sans doute de la Troisième Guerre mondiale. Ça sera trois types qui vont dialoguer ensemble, Trump, Poutine et Xi Jinping. Ce sont trois mâles blancs de plus de 50 ans et largement plus de 50 ans qui gèrent le réel, c'est à côté, et qui admettent le primat du réel, tu sais. Et c'est ça qui va peut-être sauver le monde. Et en face, on a quoi? On a des gens qui ont une vision non pas multipolaire. En fait, si je regarde aujourd'hui, avant d'oublier, l'alternative du monde aujourd'hui, c'est exactement mon titre de mon livre de 2011, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. La gouvernance globale, c'est le vœu d'Atali. Jérusalem, capitale du monde. Tu sais, ça serait un beau lieu pour une capitale d'un monde unifié. Tu vois. Et puis de l'autre côté, c'est la multipolarité à laquelle adhère Trump d'une certaine manière aujourd'hui. C'est qu'il faut redéfinir le mondialisme. Enfin, la réalité mondiale est une réalité. Le mondialisme était autre chose. C'était le projet des néocons. On va essayer aujourd'hui de recréer effectivement une relation mondiale cohérente, avec une idée un peu gagnant-gagnant, ce qui veut dire en gros les BRICS élargis et plus les BRICS opposés à l'Empire. Parce que en fait, d'une certaine manière, si je veux faire des raccourcis, Trump rejoint les BRICS d'une certaine manière. Il comprend que c'est mieux pour l'Amérique d'accepter un relatif atterrissage en douceur et de négocier avec les Russes, avec les Chinois, bon, les Indiens, on en parlera demain, c'est encore un peu tôt, une relation, je dirais, à peu près équilibrée, avec des réajustements, des rééquilibrages, etc., parce que c'est ça le pragmatisme de Trump, que d'aller jusqu'au bout d'un projet impérial délirant, dont on voyait bien que cet empire américain, c'est ce qu'on appelle, c'est la queue qui remue le chien, son centre de commandement et sa vision, était une vision religieuse qui finalement est à Jérusalem. Hein. Donc en fait, on va quand même assister. Comment? Alors, je suis obligé de vous poser une question. Parce que là, alors moi, je préfère l'exercice de la conversation, même si j'avais prévu un ordre de questions et qu'il y a aussi des invités qui vont aborder des thématiques précises. Donc là, vu qu'on vient d'aborder le sujet, Donald Trump a déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc, ensuite, on sait que Donald Trump a eu énormément de propos pro-sionistes. Il a eu un soutien sioniste très important. Donc, voilà, crevons l'abcès, parce que ça, c'est un sujet qui fait énormément jaser au sein de la dissidence, qui a du mal à être compris, notamment lorsqu'on veut observer en fait les responsabilités d'un chef d'État et surtout pour une campagne politique aux États-Unis avec les forces en présence. Donc là, moi, Alain, je vais jouer l'avocat du diable, le dissident qui a tout compris, c'est-à-dire, non mais Alain, il est pro-sioniste Trump, parce qu'il a déplacé. Oui, il est pro-sioniste. Il ne va pas rejoindre les BRICS et au contraire, il va simplement servir les intérêts d'Israël. Il est pro-sioniste dans ses déclarations, mais moi ce que je regarde, c'est les actes, tu sais, les actes lourds. Celui qui a permis que soit mis un terme à l'extension et donc au projet du Grand Israël, c'est quand même Trump, dans la manière dont il a laissé d'une certaine manière Poutine sauver le régime d'Assad, sauver la Syrie. Et ça pèse beaucoup plus lourd pour moi dans des décisions politiques que d'aller sur la tombe d'un Lubavitch, tu sais, mettre des fleurs, tu vois, sachant effectivement ce que c'est que la politique. La politique, c'est dire des choses et faire des choses. Et en fait, les discours politiques n'engagent que ceux qui les croient. Et moi, je prétends comprendre la politique non pas comme Pierre Hillard, mais la comprendre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, je regarde les actes lourds qui prêtent à conséquence. Sinon, effectivement, on peut dire, on a la photo de Trump avec 20 Lubavitch autour de lui dans le bureau ovale. Hein. Et puis on a aussi une photo de Poutine embrassant le Coran. Donc après, si on veut extrapoler, parce qu'on cherche midi à sa porte, parce qu'on a déjà une vision du monde préétablie, on va chercher ce qu'on veut, si tu veux, dans la masse des éléments. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années. Et déjà, il faut comprendre que un homme politique qui veut accéder à la présidence aux États-Unis, dans un pays majoritairement évangéliste de mentalité,
ne peut absolument pas être pro-palestinien à aucun moment et ne peut absolument pas affronter frontalement le tout-puissant lobby juif américain, qui, je le rappelle, représente à lui seul 50% des financements privés des campagnes politiques. Hein. Je crois que c'est 50%. Moi, j'ai lu Mersheimer et Walt, tu vois, le bouquin de Mersheimer et Walt, qui a été traduit en France par les éditions de la Dissidence, il y a déjà, non pas de la Dissidence, de la Différence, je me rappelle plus, enfin c'est une maison de gauche d'ailleurs. Je l'ai lu il y a des années quand il est sorti, et on voit bien que Israël domine la politique américaine et que n'importe quel homme politique qui simplement dirait cette chose et s'y opposerait, son avenir politique, même s'il a réussi à se faire élire une fois, il n'est jamais réélu une deuxième fois parce que toute la puissance du lobby sioniste, on va dire comme ça, se coalise contre lui. On a des tas d'exemples hein, dans l'histoire. Hein. Donc Trump est obligé d'être l'ami d'Israël. Hein. Je rappelle que Même, Alain, le dernier homme politique qui frontalement s'en est pris au pouvoir juif, il s'appelle Adolf Hitler, hein, qui a cru qu'il pouvait se le permettre frontalement. Ça a très mal fini pour lui et pour l'Allemagne, je rappelle. Hein, et c'était pas la bonne solution, visiblement. mais Poutine, par exemple, Poutine, on me dit, oui, il est très lié au mouvement Loubavitch russe. Oui, sans doute, oui. Mais l'air de rien, le gros problème qu'avaient Poutine et la Russie au moment où il s'est retrouvé au pouvoir, c'était les oligarques. Les oligarques étaient majoritairement juifs, qu'ils soient d'ailleurs religieux ou pas, hein, je rappelle. Et le travail qu'il a accompli, notamment depuis 20 ans, c'est de s'arranger pour les mettre sur la touche, les faire même assassiner à l'étranger, ou alors les rallier à la cause russe pour que, dans cette logique du capitalisme oligarchique russe, au moins ces gens-là fassent des affaires dans l'intérêt supérieur de la Russie. Alors qu'on se rappelle que Khodorkovsky était en train de faire passer l'énergie russe sous le contrôle américain intégral, hein, c'est-à-dire pétrole et gaz à l'époque. Hein, et c'est quand même Poutine qui l'a envoyé je dirais, au goulag. Hein. Donc après, est-ce qu'on regarde des déclarations, des photos, ou est-ce qu'on juge selon les actes? La meilleure réponse, c'est comment le tout-puissant lobby judéo-sioniste américain voit Trump. C'est soi-disant le plus sioniste des sionistes. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils appellent à chaque... Là pour apporter sa petite contradiction, en tout cas ses réserves, et ce sera intéressant, on en parlera après. Mais justement, continuons sur ce point-là, parce que c'est un point fondamental, notamment pour le public dissident français. Moi, plus le temps passe, et plus je m'attriste un petit peu du monodéterminisme ou d'un fanatisme, d'une fascination, c'est-à-dire ne pas être capable de... Enfin, il faut que ce soit tout simplement binaire, hein, c'est-à-dire si en fait on n'accepte pas l'idée qu'il faudrait... selon eux, c'est en fait supprimer l'intégralité des juifs sur Terre, eh bien, on est automatiquement soumis aux juifs. C'est oui, mais si on est d'accord, peut-être, imaginons, mais si on est en politique et qu'en fait, on part du principe qu'il y a des forces en présence qui sont là depuis un long moment de l'histoire, qu'ils ont réussi à avoir des monopoles dans divers domaines, que ce soit surtout économique et donc de réseau, ben, comment, en fait, on passe d'un stade A à B? Comment est-ce qu'on avance? Surtout quand en plus, on est un humaniste chrétien, c'est-à-dire un vrai Français, et que l'idée d'extermination ne peut pas nous venir à l'idée. C'est comme les gens, tu sais, qui sont pour la remigration. Ils disent on devrait tous les chasser de France. Tu réfléchis 5 minutes en termes de politique, de droit international. Pour que tu puisses renvoyer quelqu'un de France vers son pays d'origine, il faut l'accord du pays d'origine. Je veux dire. Et donc pour ça, il faut passer des accords pour que l'intérêt des gens qui nous les ont donnés ait envie de les reprendre. Pour ça, ça veut dire que c'est remettre en place des logiques de... Comment ? Où est leur pays d'origine, Alain? Attention, vous légitimez un État. Non, là. non, mais là, je te parlais pour les Maghrébins, les Africains, etc. C'est-à-dire que un type qui essaye de régler un petit peu le problème de l'immigration incontrôlée, donc de contrôler l'immigration, pour pouvoir mettre en place des choses, il peut faire une déclaration, demain je les rejette tous à la mer, ben, c'est un démagogue, mais de toute façon, c'est strictement impossible. Regarde Mélanie, là, ce qu'elle s'est pris dans la gueule récemment, t'as vu? On l'a obligé de reprendre les types qu'elle avait envoyés en Albanie, et c'est la justice italienne qui l'a obligé de les récupérer. Alors en réalité, c'est que si tu veux, je prends l'exemple très précis, tu penses qu'il y a un vrai problème d'immigration en France, on est d'accord, qui est lié à la délinquance et au dumping social. Donc deux choses très embêtantes, la violence, l'effondrement des salaires, très important. Et puis en plus, le non-respect de la France, etc., etc. Tu dis, ces gens-là, il faut que j'arrive à en renvoyer un certain nombre dans une certaine durée dans leur pays d'origine, Afrique saharienne et subsaharienne. Eh ben, il faut que tu commences à négocier avec ces pays dont ils sont issus pour que ces gouvernements qui étaient très contents de les voir partir acceptent de les récupérer. Ça veut dire mettre en place du co-développement, investir pour que sur place, ils puissent être intégrés à l'appareil social et économique du pays, etc. Parce que si tu ne peux absolument pas à aucun moment les déverser
les déverser comme ça ou les jeter à la mer. C'est strictement impossible en termes de droit, etc. Tu finis au tribunal de La Haye, tu finis à Nuremberg, quoi, entre guillemets, tu vois. Et donc, à un moment donné, ça touche le problème de ce qu'on appelle le jeunisme. Le public, malheureusement, qui est le nôtre majoritairement, c'est un public qui fonctionne sur les réseaux sociaux et Internet. Donc, c'est pas des gens de plus de 60 ans, hein, c'est des gens qui ont entre 20 souvent et 35 ans, et ils ont une vision jeune du monde. Il faut que ça aille vite et que ça aille fort, parce que c'est ce que j'appelle la question adulte de la longue durée. Et le jeunisme a été, comme le féminisme et l'immigrationnisme, une stratégie du pouvoir, faut pas oublier. Hein. Et tous nos petits gars, là, nos identitaires qui se croient d'extrême droite, moi c'est ce que je dis, ce sont des gauchistes mentaux, c'est des types qui ont été favorisés dans le grand bain de l'apologie du jeunisme, hein, du rebelle sans cause qui se retrouve finalement avec une cause. Mais en fait, il en a qu'une et elle dure pas longtemps. Parce que c'est pareil, le jeune, ça me rappelle tous ces militants que j'ai connus, y compris d'extrême droite qui étaient à Assas, que je fréquentais pour des raisons de drague, parce que j'aimais bien les filles de ce milieu-là. Les types, ils militent au GUD quand ils rentrent en première année de droit. Après la troisième année de droit, ils ont leur diplôme, ils rentrent dans le monde des affaires qui correspond à leur origine sociale. Et je te dis, une bonne sociologie marxiste te remet tous ces petits cons prétentieux à leur place. Je peux te citer le nombre de types que j'ai recroisés des années après, qui changeaient de trottoir pour pas me croiser parce que je me souvenais de qui ils étaient, et que tu retrouvais commissaire-priseur, banquier, tu vois ce que je veux dire, avocat, qui avait été dans la radicalité politique et qui était passé à la droite molle, tu sais, intégrale, quand ils étaient restés proches de la politique. C'est la réalité de tout ça, c'est le Et jeunisme. même, Et il y a puis un autre aspect, alors. à l'extrême gauche, c'est pareil. Mm. Les mecs qui passent tu sais, de l'extrême gauche radicale au Parti socialiste s'ils veulent faire carrière en politique, ou après ils se retrouvent dans les métiers de service. En général, tous ces gens-là, leur but c'est quand même d'échapper à l'agriculture et au bâtiment, c'est-à-dire jamais travailler de leurs mains dans des métiers difficiles. Hein, c'est tout. C'est le tertiaire, tu vois. Mais C'est le après aussi, tertiaire. là, il y a un autre aspect, c'est-à-dire que, et un aspect qui est encore plus triste, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des personnes qui peuvent retourner à leur catégorie de classe initiale, mais par contre, il y en a tout simplement d'autres qui détruisent leur vie. C'est-à-dire que quand on a 20 ans, par exemple, l'exemple du GUD est bien, ou même les zouaves, etc. C'est-à-dire des personnes qui vont se retrouver à 20 ans condamnées à payer, par exemple, parce qu'ils auront frappé un antifa ou tué même un antifa. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, ne faites pas les cons, le pouvoir n'est pas de votre côté. Et je citais pendant des années l'exemple de Michel Lajoie. On l'a oublié, tu sais. Un type qui avait... Alors Michel Lajoie, dans les années 70, il a été manipulé par des flics qui se faisaient passer pour des militants d'extrême droite pour qu'ils posent une bombe dans un Sonacotra, qui était les foyers d'immigrés. Cette bombe, il l'a posée, elle n'a pas explosé parce que c'était un piège. Mais lui, il a pris 23 ans de prison incompressible. Et moi, pendant des années, j'ai signé les pétitions pour la libération de Michel Lajoie. Tu vois, les petits cons là qui m'emmerdent du genre identitaire ne savent même pas qui est Michel Lajoie. Ils en ont jamais entendu parler parce que leur profondeur politique et historique, c'est 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent même pas ce qui s'est passé en 2000, tu vois, on est en 2025, donc ils savent pas non plus ce qui s'est passé en 75, tu vois. Et le problème, c'est le jeunisme. Le jeune, c'est un adolescent plein de testostérone, il est pressé, il a des couilles, il veut que ça aille vite et fort, et si ça va pas assez vite et assez fort, il s'énerve, soit il te quitte, soit il se retourne contre toi, tu vois ce que je veux dire, et il est toujours prêt à faire une grosse connerie. Et cette grosse connerie, elle va porter tort à celui, soi-disant, qui est au-dessus de lui hiérarchiquement, et surtout lui, effectivement, il va en prendre plein la gueule. Rappelle-toi de l'affaire de Clément Méric, Esteban, il a été obligé de demander pardon, il a été obligé de changer de vie, il a fait 7 ans de tôle alors que c'était un apprenti boulanger vegan, tu vois, je crois. Il faut payer l'amende, Alain, parce que surtout, c'est qu'on revient toujours à l'économique. Hein. C'est-à-dire, à 20 ans, 23, 24, vous vous retrouvez avec 50 ou 4, imaginez, vous avez 80 000 euros d'amende. Ben, c'est terminé, vous voulez faire quoi, putain? Et puis attention, quand tu as fait couple avec une jeune femme, elle te quitte. Hein, parce que tu te retrouves tout seul. Tes amis, il y en a les 3/4 se barrent parce qu'effectivement, on cherche les proximités, tu sais. Donc à ce coup, il n'y a pas beaucoup de gens pour venir te visiter en prison. Tes parents et ton avocat te disent arrête de faire le con, fais ton mea culpa. Donc en plus, tu te déshonores. Tu sais, tu fais tes chouvas. Tu dis j'étais bête, je regrette, j'ai changé. Enfin, tu vois, tu te déshonores intégralement. Et puis les autres, ils t'oublient, n'oublie pas. Ça me rappelle les gens qui me disaient pourquoi vous suivez pas, tu sais, l'allumé là qui prétendait faire la révolution. Daillet. Il était ouais, Jackie Daillet. À un moment donné. Excuse-moi, Rémi, Jackie, on s'en fout. Rémi Daillet, je disais, les gars, arrêtez de lui donner votre nom et votre adresse pour faire la révolution. La police, elle est en train de prendre tous les noms, puis le jour elle a tous les noms, elle l'arrête lui et tous les autres. C'est exactement ce qui s'est passé. Et qui est vraiment un très bon exemple là du phénomène du génie, parce que il y a un phénomène d'adolescence mentale, c'est-à-dire là, appeler un coup d'État demain. Non.
Non, puis attends, le pire, c'est que moi, les gens me reprochaient de pas marcher avec lui. Je leur disais, soyez raisonnables. S'il fait tout ce qu'il fait sur Internet, la police le surveille. Pourquoi la police le laisse faire? Parce que ils sont en train de capter. Il fait le boulot, qu'il le fasse exprès ou pas, il fait le boulot pour la police, puisque les gens donnent leur nom, leur adresse et leur adresse mail en disant, moi, je suis prêt à prendre les armes. T'imagines bien que la police, elle prend les noms, tu vois. Et puis tant qu'il tu vois, et puis à un moment donné, on siffle la fin de la récré, le mec se croit intouchable, parce que la Malaisie, c'est très loin. Mais quand le gouvernement français demande au pouvoir malaisien, je sais pas comment on dit, l'extradition, ça se passe en 5 minutes. Et le mec, il avait dit, je veux être dans le coin VIP de la santé. Ils l'ont foutu dans une prison de merde. Tous ses supporters l'ont oublié dès le lendemain. Tu sais, ils ont changé de cheval, comme on dit. Tu sais, c'est du groupisme, hein, faut pas oublier. Et j'en ai plus jamais entendu parler. Et là, il est sorti de prison il y a très peu de temps. Il a d'ailleurs essayé de me contacter pour faire une émission avec moi. Moi, je lui ai fait répondre que ça m'intéressait pas. Tant mieux qu'il soit sorti de prison et je veux dire, j'ai souffert pour lui, entre guillemets. Il se trouve qu'heureusement pour lui, c'est pas Esteban, hein, c'est pas un prolo apprenti boulanger, c'est un fils de la grande bourgeoisie, hein, donc il s'en sortira mieux. Mais je veux dire, tout ça, c'est un effet du jeunisme. Les mêmes qui m'ont dit qu'il fallait marcher avec lui ne comprenaient pas que ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Ils m'ont fait chier pendant tout le temps où l'autre a fait des très belles vidéos qui étaient très belles. D'un point de vue verbal, c'était magnifique. Hein. Oui. Tu vois, Pierre Hillard aurait pu même plus y croire, puisque les mecs, ils regardent, tu sais, ils sont finalement, ils consomment du spectacle politique. Ils comprennent pas ce que la politique, c'est ce qu'il y a derrière la politique. Hein, c'est autre chose. Et à la fin, Alors, je me permets juste parce que comme Pierre Hillard est aussi un ami, donc je suis très content de pouvoir échanger évidemment avec vous, mais moi je voudrais qu'on puisse régler ces histoires un jour, j'espère. C'est-à-dire que là, entre deux personnalités, c'est-à-dire entre vous et Pierre, il y a eu le problème, c'est même pas Pierre Hillard. Le problème, c'est qu'il a laissé, une conversation. Le problème de Pierre Hillard, c'est qu'il a laissé deux salopards m'emmerder en leur déléguant sa communication, parce qu'il a même pas eu le courage de le faire lui-même. Et bien sûr, Alain, mais ça on est au courant parce que et j'aime pas ce manque de virilité dans la manière de se comporter. Tu vois, c'est toujours là, tu vois, la question de la virilité se pose sérieusement. Tu vois, voilà, on va pas en dire plus. Hein, mais moi, j'ai un problème avec toute cette extrême droite d'invertis. Pourquoi y a-t-il que des invertis à l'extrême droite? Hein, c'est alors que normalement le premier critère d'un droitard, c'est la virilité, je crois. Hein. Il me semblait, hein, voilà, c'est ce qu'ils mettent en avant. Enfin bon, on va pas en parler plus que ça parce que par principe, déjà, il y aura c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. En tout cas, Alain, juste pour vous dire, parce que là, il est 19h32, on est 9000 en direct, en comptant tous les réseaux. Donc encore une fois, très bon succès, comme la dernière. Il va nous rester quelques minutes avant de recevoir le premier invité. Donc là, bon, moi, je suis très content de pouvoir échanger de manière beaucoup plus naturelle. Recadre un peu le débat, si tu veux, si tu veux qu'on parle un peu plus de Trump et de... Exactement, c'est que, donc là, on parlait des élections quand même américaines, et en fait, du symbole américain et du message qui est envoyé juste avant, je posais la question, c'est-à-dire il y a une avant-garde intellectuelle française. On a dit que Jean-Marie Le Pen, finalement, c'était quelqu'un qui était en avance. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Moi, j'aimerais qu'on puisse plus se concentrer sur l'entourage donc là, de Donald Trump. Parce qu'on parlait du sujet du sionisme juste avant. Et là aussi, pour clôturer ce point-là, parce qu'on pourra le relancer avec Laurent Guillénaud, je pense, pour parler un petit peu des doutes, hein, c'est que je pense qu'on a un énorme problème dans la dissidence en plus qui est limitée en nombre, qui n'existe pas en termes d'union générale, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits chapelles qui s'affrontent. Et qui est très jeune de mentalité. C'est-à-dire que là, ok, imaginons, moi je pars du principe par exemple que les Américains sont sionistes. Les Américains sont sionistes, surtout aujourd'hui avec la vague migratoire, les problématiques qu'il y a, la majorité... Alors je vais abonder dans ton sens. Je vais terminer avec ça, et après je vous laisse continuer. C'est tout simplement, vu qu'on ne peut pas passer d'un état de 0 à 1 du jour au lendemain, moi je préfère voir en fait des personnes qui peuvent avoir en fait une tendance sioniste parce que ça fait partie de leur identité. Mais là, justement, c'est qu'on a un message fort envoyé par Trump, son administration qui va se construire. C'est là, on a quelqu'un qui arrive pour détruire le wokisme, la censure, la pédocriminalité, en tout cas la pédopornographie. Là, quand on voit tous les terrains qui vont être investis, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a du positif et que comme on peut pas, que la politique c'est du gris, c'est pas blanc ou noir, eh bien ce seraient des étapes nécessaires par lesquelles il faudrait passer, surtout quand on sait qu'il y a des forces en présence, en l'occurrence des lobbies sionistes, oui, qui existent depuis des décennies. Mais je vais abonder dans ton sens. Moi, je me fais traiter de traître à la cause palestinienne parce que je suis trumpien, tu vois. Tu vois, alors que je dis, voilà, Trump, c'est ce qu'il y a de moins pire, c'est une chance pour le monde, c'est une chance pour nous sur des tas de domaines. Par ailleurs, la question sioniste, les Américains sont des évangélistes et des pionniers. Pour eux, les Palestiniens, c'est des Indiens, tu vois ce que je veux dire? Donc de toute façon, la mentalité profonde des Américains,
Ils peuvent pas être contre une conquête de colons qui ont sur ceux qui colonisent une supériorité civilisationnelle, en fait une supériorité technique. Donc déjà, tu vois très bien que dans l'imaginaire américain, les Israéliens, c'est les pionniers américains, et les Palestiniens, c'est les Indiens. Tu vois, avec des arcs et des flèches. Donc déjà, dans ce contexte-là, tu vas pas commencer, si tu veux te faire élire président, à leur dire voilà, vive l'intifada, etc. Enfin, c'est strictement impossible. Moi, j'ai une dimension romantique que j'assume. La cause palestinienne est profondément ancrée en moi, et j'admets bien que parfois c'est pas très stratégique de mettre ça en avant quand on a le problème des banlieues, le problème de l'islamisme, etc., etc. Mais là où j'essaye de me hisser au niveau, c'est que je dis que le problème, quand je parle de la question palestinienne, c'est l'influence du lobby sioniste en France et ce que ça nous coûte au niveau de l'abaissement du niveau médiatique et intellectuel. Donc moi, j'ai toujours dit, je lutte contre le sionisme en France, en réalité. La question israélo-palestinienne sera réglée par l'histoire, les contradictions internes et la géopolitique de là-bas. Moi, j'ai toujours dit, mon problème, c'est le sionisme français, tu vois, c'était ça. Et si je retranspose chez Trump, son problème, c'est de reprendre le contrôle du pouvoir américain pour essayer d'inverser des tendances qui sont la désindustrialisation, l'immigration incontrôlée, la destruction de la jeunesse par le LGBTisme, le woke et le cancel, hein, cette espèce de cancer idéologique qui atteint profondément la jeunesse dans sa capacité à devenir adulte, hein, c'est tout ça. Et pour moi, la question sioniste prise comme ça, elle est secondaire. Elle est secondaire et il faut bien la comprendre. On sait très bien que le lobby sioniste a une énorme puissance aux États-Unis et que même cette puissance fait que les États-Unis, depuis des années, prend des options en géopolitique qui ont des conséquences en économie internationale qui vont profondément contre les intérêts américains. Et de ce point de vue-là, Trump, en tant que simplement par America's First, est un antisioniste par la bande, je dirais, puisqu'il fait primer la nation américaine sur l'empire américain, qui est progressivement un empire de moins en moins américain en réalité. C'est un empire qui loge en Amérique. J'ai quand même écrit Comprendre l'empire, il faudrait le relire. Et ça, tous les penseurs de haut niveau, même Védrine, même Todd, sont d'accord pour dire que ça fait à un moment donné que l'Amérique, par son soutien inconditionnel à Israël, dérive et se crée des tensions géopolitiques dans des tas de domaines qui lui coûtent cher. Et Trump aujourd'hui est obligé de gérer ces problèmes. Et quand il dit je vais arrêter très vite la guerre israélo-palestinienne et je vais arrêter très vite la guerre en Ukraine, quelque part c'est une forme d'antisionisme parce que les seuls qui ont intérêt à ce que ce combat dure et qui s'aggrave, c'est les Israéliens qui font tout pour que l'Iran soit attaqué par l'Amérique. Ceux qui ont intérêt à la Troisième Guerre mondiale pour accomplir leurs projets messianiques ou même leurs projets pratiques, c'est Israël et personne d'autre. Donc quiconque aujourd'hui est pour se remettre autour d'une table pour discuter de redéfinir ce que c'est que la mondialisation, parce que c'est ça, hein, il y a le mondialisme et la mondialisation. La mondialisation, c'est une réalité et c'est même un progrès. Le mondialisme, c'est un projet de domination unipolaire, eschatologique, dont aujourd'hui on a bien compris que sa capitale est Jérusalem. Hein, je veux dire, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Attali, c'est Netanyahou, ce sont les religieux, des types qui sont moins religieux que les religieux. Et l'alternative, je le dis, hein, c'est demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. La révolte des nations, c'est les BRICS élargis au-delà des BRICS, et c'est un dialogue d'État à État pour une mondialisation relativement harmonieuse et des échanges relativement gagnant-gagnant. Trump est entièrement d'accord pour ça. C'est pour ça qu'il s'est fait élire en politique étrangère. Et effectivement, de ce point de vue-là, quand j'ai dit ça, j'en ai fait un antisioniste, tu vois ce que je veux dire, sans même avoir besoin d'aborder la question. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est pour ça que les sionistes ne veulent pas de Trump. Moi, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain de l'élection de Trump? J'ai écouté la dernière interview d'Attali. Il dit que c'est une défaite de la démocratie, que c'est un danger et que ça va très mal. Donc je me dis, si ça va très mal pour Attali, qui voulait un monde unifié autour d'une capitale à Jérusalem, je me dis, visiblement, Trump,
ça correspond pas à son projet. Je crois qu'Attali a parlé de l'obscurantisme, enfin, il y a eu l'intégrale. Ah bah, il a tout dit. Et puis, il n'y a pas que lui. Il y a pas que lui. Il y en a plein qui sont pas contents. Toute la presse mainstream, de toute manière. Et surtout, là, c'était magnifique. C'était le même phénomène qu'en 2016. Et qui possède la presse mainstream en France? Qui possède la presse mainstream en France? C'est la bonne question, ouais. Voilà, je veux dire, à un moment donné, on est quand même, c'est des médias globalement sionistes. Soit c'est Drahi, soit de l'autre côté, c'est Bolloré qui est plus ambigu. Enfin, Bolloré, c'est Hanouna. Enfin, je veux dire... Voilà, donc, comme dirait la réponse, elle est dans la question. Je sais pas comment dire, j'ai même pas besoin d'aborder la question israélo-palestinienne au sens très circonscrit du terme pour dire que Trump, en tant que patriote américain qui se soucie de l'avenir de l'Amérique et de son peuple, est de facto quelqu'un qui va plutôt à l'encontre du projet sioniste terminal tel que c'est exposé de plus en plus par les Israéliens, qui est un projet théologico-racialo-dominateur, qui effectivement ne peut aboutir que par la Troisième Guerre mondiale, tu vois, peut aboutir soit à la Troisième Guerre mondiale, soit se réaliser par quelque chose qui ressemble à la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire la stratégie du pire. Et c'est ce que tout le monde ressent aujourd'hui au niveau mondial, c'est pour ça que tout le monde freine en réalité. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.